Grâce à eux, des millions de personnes sont sauvées, ont moins mal, voient leur espérance de vie augmenter. Les soignants. Lorsqu'ils perdent un patient, cela peut vite virer à une souffrance profonde qui les marque à vie. La plupart du temps, ils combattent avec persévérance cet ennemi inflexible qu'est la mort, faisant souvent tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire reculer. Mais la mort s'impose, même quand tout a été fait pour préserver la vie. Lorsque le pronostic vital est engagé, la médecine ne peut plus guérir, qu'il s'agisse du médecin, des infirmières, d'une aide-soignante ou des proches. Il est alors temps de lâcher prise. Dans le jargon médical, est considéré comme un arrêt de toute activité. Maintenant, il y a l'arrêt sur le plan hémodynamique, ça veut dire qu'on n'aura pas de tension, on n'aura pas de fréquence cardiaque, on n'aura pas de pouls périphérique. Maintenant, il y a aussi la mort cérébrale, donc avec l'arrêt de l'activité neurologique. Donc ça, c'est les éléments que nous allons vérifier pour pouvoir déclarer qu'un patient est mort. Très tôt dans leur parcours, les soignants sont confrontés à la mort, une situation pour laquelle ils ne sont pas toujours bien préparés ni accompagnés. C'est un rendez-vous qu'ils ne peuvent reporter, un imprévu qui se glisse clandestinement dans le fil d'une journée, une première rencontre qu'ils n'oublieront jamais, celle avec la mort. Lorsque les soignants se trouvent confrontés les premières fois à la fin de vie des patients, on peut dire qu'ils sont encore tout petits. Ils doivent pourtant gérer leurs émotions et ils le font la plupart du temps seuls. Ça, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que ça n'a pas été aussi facile que ça. Parce que j'ai dû d'abord pleurer même. Et je n'ai pas eu le courage. J'ai dû appeler le médecin pour pouvoir annoncer le deuil. Parce que ça me faisait très mal. C'était une jeune fille. J'ai dû pleurer ce deuil pendant peut-être 3 jours. À l'époque, on avait un psychiatre. Lui m'en a parlé, me dit ça, c'est la profession. Et il va falloir que tu déçusses le cœur. Tu ne vas pas t'y mettre, sinon tout le temps, tu vas être toujours en émotion. On avait une petite fille dans le service qui avait été admise pour un problème d'infection pulmonaire. Une jeune fille de 6 ans. Et c'est lui qui a accueilli la fille avec les parents. Il a mis une très bonne prise en charge, à laquelle la fille commençait à bien répondre. Et on avait admis en journée. Il a fini sa journée, il est rentré, et le médecin qui devait garder a pris le relais. Avant de partir, il a encore passé et salué la petite fille et salué ses parents. Et il est parti. Le matin, quand il arrive, il voit d'abord la mère, les parents de l'enfant qui courent et viennent vers lui en larmes. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il dit qu'est-ce qui s'est passé, tout et tout et tout. La mère s'effondre à ses pieds. Le père s'assoit au sol, il ne parle pas. Alors il se dirige en courant vers la chambre et il se rend compte que l'enfant est en train de suffoquer. L'enfant, en fait, elle est en détresse respiratoire. Il fait tout ce qu'il peut. Malheureusement, là où on était en brousse, il n'y a pas d'oxygène.
Alors il se met à faire du bouche à bouche à l'enfant, il se met à faire tout ce qu'il peut. Il a même demandé déjà qu'on mobilise un véhicule, il a déplacé pour qu'on puisse évacuer l'enfant rapidement sur Yaoundé qui était la ville la plus proche. Malheureusement, il n'a pas eu une minute, la fille est décédée entre ses mains. Et avant de décéder, la fille lui a dit « Mon docteur, merci ». Alors il a craqué. Il a craqué, il a pleuré cet enfant comme si ça avait été sa propre fille. Si bien que les parents, même qui étaient abattus, se sont retrouvés en train de venir le consoler. Pour lui dire, docteur, on ne soigne pas la mort, vous vous soignez, mais c'est Dieu qui guérit. Après ça, il a pris un arrêt de travail d'1 mois. Il a dû avoir une consultation psychologique avant de pouvoir revenir. Ouais. Donc, voilà une expérience assez marquante. L'annonce d'une mort est très souvent pénible pour les soignants qui, encore aujourd'hui, reçoivent une formation relativement limitée sur les stratégies d'annonce de décès. Bien sûr, on leur enseigne de plus en plus la communication. Mais l'art de transmettre cette mauvaise nouvelle à des proches se peaufine avec des années d'expérience. Le moment de l'annonce est très souvent chargé émotionnellement. Bon, pour l'annonce d'un décès, on n'est jamais trop prêt. Même si parfois on se prépare, on n'est jamais trop prêt parce qu'on ne sait pas la personne qui sera en face. Donc au départ, on est un peu stressé, anxieux, mais on doit tenir. Parfois, on est même choqué parce que souvent le malade a été proche malgré nous. On a été empathique et puis le malade est parti, il va falloir annoncer aux proches. Donc ce n'est pas souvent évident pour le personnel médical lui-même. Parfois même on est en train de discuter entre collègues, on dit que non, toi il faut annoncer, toi c'était ton patient, il faut vraiment te rapprocher de la famille pour annoncer. Ce n'est pas toujours facile, c'est pour vous dire à quel point c'est souvent pénible. Il y a des situations, il y a des collègues chez qui ce sera aisé, et il y a des collègues chez qui ce n'est pas du tout aisé, parce que beaucoup pleurent. Beaucoup pleurent après avoir annoncé le décès aux familles. Beaucoup n'arrivent plus à travailler. Parce qu'il se dit, forcément, il y a d'abord cette phase où on se remet en question. La deuxième phase, c'est est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Donc, il y a ça perturbe, ça vous perturbe énormément. Vous pouvez voir un patient, on vous dit, la famille est arrivée, vous dit, faites tout ce qu'il y a lieu de faire, on n'a pas de problème pour payer quoi que ce soit. Et vous vous rendez compte que malgré tout ça, le patient est quand même mort. Ça perturbe. On avait d'autres collègues qui pleuraient, qui allaient mal, qui ne pouvaient pas terminer la journée de service. Il faudrait qu'elle rentre, il faudrait qu'elle évacue. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai beaucoup pleuré, ça vraiment il faut le dire. Parce qu'avec cette maman, il y avait déjà une certaine complicité. Maman m'appelait ma fille, tu es ma fille. Elle m'appelait, elle m'avait donné un petit nom, Boum, aïe, j'ai mal. Boum, pardon, ma ceci. Boum, pardon, je veux ceci. Donc, il y avait déjà cette familiarité-là entre nous. Quand les heures auxquelles je devais arriver chez elle, elle m'attendait à bras ouverts. Si j'ai traîné peut-être même de quelques minutes, là, Boum, pourquoi tu n'es pas venu depuis? Boum, ouais, Boum, tu ne sais pas que j'ai mal. Boum, quand tu viens, je suis à l'aise. Donc, cette familiarité-là avait déjà fait que je la prenais comme ma mère. Donc, du coup, son décès n'a pas été facile pour moi. J'ai vraiment pleuré. Et aussi, elle m'avait confié beaucoup de ces choses. On avait causé. Avant même qu'elle ne décède, elle m'a dit comment elle aimerait que ses obsèques se passent. Et j'ai reçu une malade. C'était une patiente assez jeune, à peine la trentaine, mère d'un enfant d'à peine 2 ans, qui était admise dans un contexte d'altération de la conscience. Elle était dans un coma. Et la famille est venue toute paniquée. Et quand j'ai reçu la malade aux urgences à l'hôpital catholique de Poma, la famille m'a dit, docteur, s'il vous plaît, faites tout pour sauver notre fille, parce que c'était à sa maman et à son père que je parlais. Je leur ai dit, je ferai tout ce qui est humainement possible. Et
je n'ai pas malheureusement pu le faire parce que la patiente est décédée au bout de 3 jours dans le coma. Elle faisait en fait une complication de son infection au VIH. Et quand j'ai dû annoncer cette nouvelle à la famille, c'était l'un des instants les plus difficiles pour moi. C'était ma première fois de devoir le faire. C'est un sentiment d'impuissance. C'est un sentiment d'impuissance qui n'a pas d'égal. Vous avez l'impression que toutes ces années que vous mettez à apprendre la médecine, tous ces savoirs que vous engrangez, ces compétences, au finish, vous n'êtes peut-être qu'un maillon de la chaîne. Vous n'avez pas autant de pouvoir que vous le pensez. Vous vous sentez petit. Et face à la famille qui est ainsi abattue, vous comprenez bien qu'on se doit d'être très humble. Parfois, l'annonce de décès peut vite virer au cauchemar suite aux réactions agressives des familles meurtries. Personne ne sait à l'avance comment les familles vont réagir. Je me rappelle, j'étais encore en 5e année, j'étais venue en stage au Cameroun et lors de l'annonce du décès au papa, le papa a tellement mal pris la chose. Il a trouvé la gestion de son enfant assez légère et du coup, comme c'était un militaire, il a sorti l'arme, il s'est mis à tirer partout à l'hôpital. On était obligé de faire escalader le médecin pour le faire sortir de l'hôpital, qu'il disparaisse d'abord un moment. Oui, c'était pas évident. Et ce jour, on s'est dit, bon, peut-être cette mis là des limites, mais ce jour, quand il a annoncé le décès de façon crue comme ça, la famille, il est arrivé, il a dit, ah bon, il est décédé. Oh, la famille ne l'a pas loupé. Et les gars sont tombés sur lui, on l'a roué de coups correctement et bien. Mais bon, ça n'a pas changé sa personnalité, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Quand un soignant perd un patient atteint d'une maladie grave ou bénigne, la culpabilité peut s'installer facilement. Et si, que n'ai-je pas fait? Qu'ai-je fait de mal? Aurais-je pu faire quelque chose de plus? Est-ce de ma faute? Viennent à l'esprit. Puis les regrets, la rumination. La finitude humaine prend souvent de court. Elle déroute et questionne, particulièrement lorsqu'elle survient de manière inexplicable et imprévue. Il n'est pas rare qu'un soignant se sente responsable de la mort d'un patient. Et ce même s'il a tout fait pour dispenser des soins proportionnés à la personne malade. Généralement, quand ça arrive, on pense toujours qu'il faut accuser quelqu'un. On se pose la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui la faute? C'est un peu ça. Et ce genre de choses nous permet aussi de revoir nos compétences, de nous améliorer dans la prise en charge. Mais il faudrait savoir ce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Voilà. Et c'est très difficile vraiment. C'est très difficile. Certains collègues, même parfois, sont à bout et ils ne peuvent plus continuer à travailler. Donc il faut être vraiment fort pour passer d'un accouchement qui a eu un dénouement négatif à un accouchement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en travail. Il faut vraiment être fort. Et ce mental-là, on le gagne avec l'expérience. Et parfois même, je pensais que c'était moi la fautif. Parfois, je recusais même certains cadres de l'hôpital. Pourquoi on n'a pas fait la césarienne plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on avait laissé ça évoluer? Donc, on se reprochait un peu à tous. Voilà. Pourquoi avoir attendu si longtemps un peu ça? Donc, c'était vraiment très difficile. Mais ça arrive souvent qu'il peut y avoir des erreurs médicales. Et c'est très choquant pour des collègues qui en ont été responsables. Ils se remettent difficilement. Ils ont besoin vraiment d'aide et parfois même d'assistance psychologique. Oui, on l'envoie sur le psy pour qu'il se rende compte en fait, ça peut arriver et puis qu'il sache qu'il doit apprendre de ses erreurs, tout simplement. Oui, en soignant le droit de se sentir triste, de pleurer,
même pendant la prise en charge. Quand quelque chose nous atteint en profondeur, il est parfaitement naturel et normal de ressentir des émotions qui nous submergent. Les soignants, en plus de faire face au décès de leur patient, qui est déjà en soi un stress majeur, doivent également subir d'autres facteurs stressants comme la surcharge de travail et leurs problèmes personnels. On oublie parfois que le décès d'un malade ne concerne pas seulement le malade et ses proches, mais concerne aussi le personnel médical. Les trois parties-là sont concernées. Et très souvent, on se concentre sur le malade et on se concentre sur sa famille. Mais on ne prend pas souvent le temps d'appeler le médecin qui a eu à suivre ce malade et de lui demander comment il se sent. Peut-être de l'envoyer même faire une petite consultation psychologique. Parce que, et ce sont parfois nos conjoints ou nos conjointes qui subissent, ou nos enfants, quand nous rentrons à la maison. Vous pouvez arriver un matin dans votre service et vous vous rendez compte que vous avez laissé 10 patients. Vous arrivez 300 ou 400 morts. 300 ou 400 morts durant la nuit. Vous voyez, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez sur vous, parce que là, il y a des actes à poser. Vous devez aller vers les familles de tous ces patients et faire ce qu'on a dit là, pour les rassurer, les réconforter. Vous devez veiller à ce que la procédure qui suit le décès d'un malade soit enclenchée au niveau de l'hôpital. Et vous devez en même temps gérer les urgences qui surviennent entre-temps. Ce qui fait que le temps même que vous-même vous prenez pour vous asseoir et digérer le décès de ces malades, avec lesquels vous étiez proche, vous avez communiqué la veille, vous avez ri, vous avez échangé, parce qu'en oncologie, dans notre service ici à l'hôpital général, il n'y a pas un service où les médecins sont aussi proches des malades en oncologie médicale. On rit, on fait des blagues, on joue, bref, c'est parce que le cancer est triste. Il faut donc au maximum donner la joie aux malades. Et vous ne pouvez pas apporter cette joie aux malades sans vous impliquer personnellement. Et si vous impliquez personnellement, ça veut donc dire que s'il y a mort, vous êtes blessé. Qui cicatrise donc les blessures des médecins? Très souvent, ce sont nos conjoints, nos conjointes. Très souvent, ce sont nos enfants. Alors, le fait, quand on est déjà un peu rodé dans ça, on nous prend pour des personnes qui sont insensibles. C'est le côté négatif de ça. Puisqu'il faut être productif, pleurer en ce moment ne va pas ramener le mort. Il faut en ce moment aider la famille. Et il faut en ce moment gérer les autres malades vivants qui sont stressés par cette situation de mort qui est survenue. Il faut au moment régler les urgences, les nouveaux malades qui viennent entrer et qu'il faut voir. Donc vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur vous-même. Alors cela est vu de l'extérieur comme une certaine insensibilité. Or, ça ne l'est pas. C'est qu'on garde notre peine à l'intérieur. Parce que nous avons le devoir, en tout temps, d'être une source de joie et d'apaisement pour les gens, plutôt que d'être une source de panique et de stress. Alors nos larmes, parfois, on écrase une larme dans le coin secrètement. Et on continue. Et c'est parfois on rentre à la maison, lors d'un week-end, on décide de voyager, de faire une sortie avec la femme et les enfants. Ou alors on s'arrête, on crie dans le vide et c'est comme ça qu'on fait. Je me rappelle d'une étudiante qui était arrivée, elle me dit, madame, je ne veux pas un service où les gens... À l'époque, j'étais à la formation continue. Elle me dit, madame, je ne voudrais pas aller dans un service où il y a des décès. Je dis, comment ça? Tu as choisi la médecine. La médecine, il y a toujours des décès. Et vous êtes obligé de fermer les yeux, d'arranger le corps pour que le corps soit bien quand on va le sortir à la morgue. Elle me dit non, j'ai dit à maman, j'ai dit non. Voilà, comme c'est comme ça, je vais te préparer pour ça. On va aller dans un service où les gens meurent. Elle me dit non, je l'ai mise assise, je lui ai dit ça, c'est la première des choses qu'il faut que tu travailles dans ta tête. Tu vas voir et je vais t'accompagner comment ça se passe. Voir les gens mourir chaque jour, bien, depuis qu'on a commencé à exercer. À un moment donné, il arrive qu'on se pose la question de savoir à quand mon tour ou bien comment sera ma mort. Parce que comme je vous ai pris une situation où quand vous annoncez le décès d'un patient qui a à peu près la même tranche d'âge que vous,
ça vous fait réfléchir. Ça vous fait vous demander, mais est-ce que je suis moi-même en très bonne santé? Alors, et c'est pour ça que vous verrez, lorsqu'un personnel de santé est malade, il a très peur. Très peur, pourquoi? Parce que il se fait le fil de toutes les maladies qu'il peut avoir. Et ce ne sont pas les maladies, des petites maladies. Je prends un exemple. Je fais une grosse fièvre et je m'en vomis sans arrêt. Je connais à peu près toutes les maladies graves qui peuvent faire ça. Et là, je panique. Face à la répétition des décès des personnes qu'il tentait de guérir ou dont il prenait soin, les soignants doivent créer des conditions pour diminuer la souffrance des multiples deuils et, malgré tout, bien travailler. Ils ont à reconstruire le sens de leur activité selon les spécialités, les services ou encore la situation particulière du patient. D'où l'importance des mentors et plus particulièrement de la présence des professionnels de la santé psychologique. Le métier que nous faisons, quant à ce qu'il est de gérer le stress ou la peine liée à la mort d'un patient, c'est comme si on vous jetait à l'eau et c'est à vous de vous débattre. C'est à vous de vous débattre. Ce sera difficile au début. Vous allez même boire beaucoup d'eau, vous allez même parfois vous enfoncer. Mais ce qu'il faut, c'est s'assurer d'avoir autour de nous un maître nageur. C'est tout ce qu'il faut s'assurer d'avoir autour de nous un maître nageur et des bouées de sauvetage. C'est de ça qu'il faut s'assurer avant de se lancer. Et c'est ça qui permet aux médecins d'être résilients et de ne pas se noyer dans la dépression, de ne pas se noyer dans des comportements qui vont mettre en danger son bien-être et celui même de ses patients. Ce qui nous aide à tenir, c'est parce qu'on se serre les coudes. Si on est isolé dans notre pratique, si on est isolé, si on n'a pas de bon rapport avec nos collègues et même avec nos subordonnés, ces infirmiers-là, parce que c'est parfois eux qui disent « Ouais, donc ne pleure pas mon fils ». C'est parfois une maman comme ça qui vient te relever. Mais je pense que trimestriellement, un médecin doit voir un psychologue pour faire le point sur la façon dont il encaisse, il gère la mort de ses patients et le retentissement que ça a sur lui et les stratégies à adopter pour évoluer. L'expérience de la mort à l'hôpital amène certains soignants à changer leur regard sur la vie et la mort. J'ai déjà banalisé la mort parce que je suis prête à mourir à tout moment. Le problème, c'est l'environnement. Parce que je me souviens quand j'en parle à côté de mon mari pour lui dire que gars, j'ai pris telle chose, on ne sait jamais, je peux sortir là, je ne reviens plus. Il dit mais pourquoi tu aimes penser négativement comme ça? Je lui dis je suis dans un service où les gens meurent tous les jours. Donc, il faut être prête à partir à tout moment. Peut-être parce que j'ai fait les services des maladies chroniques. Parce que les services de nephrologie, les services de dialyse, c'est des services très stressants, les services de réanimation où les gens meurent à tout moment. Donc pour moi la mort là, c'est pour cette raison que je banalise tout maintenant. Vous pouvez tout, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me faire pour que, je vais vous dire, tout ça c'est des choses de la terre, je banalise tout. Je souhaiterais avoir une mort paisible, me coucher et ne pas me réveiller sans déranger personne, sans faire dépenser les gens, sans avoir une douleur atroce, mais juste me coucher pour me reposer et ne pas me réveiller. Ça m'arrive de penser. Je ne pense pas à ma mort. C'est un peu bizarre, je sais que je ne suis pas éternel, mais plutôt je pense à la vie qui passe par mes mains. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est la vie qui passe par mes mains. Donc, chaque fois que je fais un accouchement et que le dénouement est positif, je suis content. Je suis heureux. Et j'en parle, je me vante. Voir ces enfants grandir, je suis très heureux. Je suis très heureux de voir ces enfants grandir. Ils viennent à la vaccination, ils grandissent. Les moments où on se rencontre au marché, les moments où vous racontez des histoires. Le bébé a passé, il a grandi, ton enfant a déjà ceci. On est content de ces histoires-là. On est content qu'on ait exercé un beau métier. Voilà. Donc, pensant, nous, on sait qu'on va partir. Mais on préfère se concentrer
sur la vie qui passe par nos mains.